Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver donc aujourd'hui lundi 11 mai, un jour important puisque c'est le jour du déconfinement, vous l'avez compris, même si ce déconfinement reste très limité, on pourrait dire, limité d'abord parce que le virus n'a pas disparu, limité aussi parce que le temps est très maussade, hein. Donc je suppose que certains d'entre vous ont voulu aller faire une petite promenade, une petite sortie, voilà, mais qu'à l'université a la très bonne idée de vouloir poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai les prises de parole, les conférences. Donc j'ai cet après-midi l'honneur de repartir après ce tournant de la fin du confinement, qui marque aussi le tournant de mes conférences, puisqu'on arrête le cycle intitulé Villes en effervescence. Non pas que le sujet soit épuisé, loin s'en faut, mais on a décidé avec l'équipe de Cannes Université de varier les plaisirs, d'apporter d'autres regards sur l'histoire contemporaine, et donc de proposer quelques varias, si on peut dire, quelques conférences supplémentaires sur cette histoire du 19e et surtout du XXe siècle. C'est lundi après-midi, voilà, et donc comme ça marche pas très bien aujourd'hui du côté de Facebook Live, eh bien j'ai choisi, comme la semaine dernière, d'opter pour la conférence enregistrée, donc c'est avec un peu de décalage que vous l'avez, mais le confort c'est qu'on peut la regarder, cette conférence, à tout moment sur le site Facebook, sur le compte Facebook de Cannes Université, donc euh, à votre loisir, hein, le matin, l'après-midi, le soir de cette semaine, et plus tard même de visionner ou de revisionner ces exposés. Voilà, donc très heureux d'être à nouveau présent, et encore pour quelques séances jusqu'à la fin du mois de mai. Alors aujourd'hui, on a choisi d'aborder la question donc, qui est en lien avec ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire la commémoration du 8 mai 1945, 75e anniversaire de la fin du conflit, de l'armistice, si on peut dire, et donc de la victoire des Alliés, de la France en particulier, et de ses alliés face à l'ennemi nazi, l'ennemi allemand à l'époque. On a vu que cette commémoration s'est faite avec une certaine modestie compte tenu du confinement, mais beaucoup ont tenu évidemment à marquer le coup, comme c'est le cas tous les ans, effectivement, et comme ça a été encore le cas cette année, même si évidemment la ferveur, le décorum n'était pas au rendez-vous, on peut comprendre facilement pourquoi. Et donc je commencerai par quelques considérations autour de cet épisode, si vous voulez, d'aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal d'éléments d'actualité, et puis ensuite j'ai choisi d'évoquer un exposé un peu synthétique sur la résistance, ou plutôt sur les résistances, hein, pour que vous ayez une vision d'ensemble d'un sujet extrêmement important, parce qu'il a vraiment irrigué notre histoire. Alors aujourd'hui, les acteurs de cette résistance sont pour beaucoup décédés, hein, ont pour beaucoup disparu, pas tous, hein, heureusement, il y a encore quelques personnes qui survivent et qui ont la capacité à prolonger leur existence, parfois au-delà de 100 ans même, hein, donc gloire à eux, on pourrait dire, et on est très heureux de les avoir encore parmi nous, mais c'est vrai que pour un épisode qui s'est clos il y a 75 ans, les témoins commencent à disparaître, comme ça a été le cas pour la Première Guerre mondiale dans les décennies précédentes, où on avait vu voir s'éteindre peu à peu les acteurs, les témoins de ce conflit. Alors le premier point d'introduction que je voulais noter, c'est cette date du 8 mai, qui est une date importante, bien sûr, mais qui n'a pas toujours été, à la différence du 11 novembre, une date commémorée, et une date fériée, c'est-à-dire il y a deux dimensions, la dimension commémoration et la dimension de fête nationale, si on peut dire, de jour férié. Ça l'a été, un jour férié sous la 4ème République, entre 1946, le 8 mai 46 jusqu'en 1958, et puis avec l'arrivée du général de Gaulle, sous la pression d'une certaine manière de la construction européenne, à une époque où évidemment les, les relations entre la France et l'Allemagne sont fragiles malgré tout, même si elles sont tout à fait ouvertes à ce moment-là, eh bien le général de Gaulle va continuer à commémorer le 8 mai, mais ne sera pas sous la présidence du général de Gaulle de 1958 à 1969, ce jour ne sera pas férié. Donc on continue la commémoration, mais le jour n'est pas férié. Et puis même, à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, en 1975, celui-ci décide de ne plus commémorer non plus cette date. Donc non seulement le jour n'est pas férié, mais en plus il n'est pas célébré, commémoré. Il faudra attendre 1981 et François Mitterrand, un acteur, hein, de la Seconde Guerre mondiale d'une certaine manière,
qui va, lui, à la fois relancer la dimension fériée de ce jour du 8 mai et la dimension commémorative, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Donc vous voyez, les fluctuations de cette date montrent que, à la différence du 11 novembre qui n'a jamais fait discussion, cette date du 8 mai a toujours été d'une certaine manière révisée, revue, contestée peut-être pour des raisons liées aux problématiques du présent et notamment à la question de la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, bien entendu, y compris les Allemands, fêtent le 8 mai. Et on peut considérer que cette date est passée dans l'histoire et a un petit peu été surmontée des tensions qui pouvaient exister ou des incompréhensions qui pouvaient exister entre la France et l'Allemagne pour devenir une date générale, on pourrait dire, au sein de l'Europe et pas simplement les vainqueurs d'un côté et les vaincus de l'autre. Donc ça, c'est un premier point que je voulais signaler, très lié à l'actualité. Le second, c'est qu'une commémoration, c'est une chose, mais la mémoire, si on peut dire, le rappel d'un certain nombre d'épisodes nous a peut-être fait oublier un autre moment moins agréable, si on peut dire, dans l'histoire de France. C'est les 80 ans, aujourd'hui, ou plutôt hier, le 10 mai, hein, alors bien sûr le 10 mai, on sait qu'on a eu cette date du 10 mai 1980, mais là c'est pas le 10 mai 1981, mais c'est le 10 mai 1940, qui est le début de ce qu'on appelle la bataille de France, c'est-à-dire le début de l'affrontement militaire entre la France et l'Allemagne, qui va durer plusieurs semaines, hein, entre mai et juin 1940, et le 10 mai est le point de départ d'une bataille qui pendant longtemps ne s'est pas menée. Hein. La guerre a été déclarée en septembre 1939, et il a fallu attendre le 10 mai 1940, donc après plusieurs mois de ce qu'on appelait la drôle de guerre, pour voir les hostilités se lancer, et évidemment des hostilités qui vont se lancer en totale défaveur de la France, on y reviendra. Donc on ne rappelle pas véritablement cet épisode, non seulement de la drôle de guerre qui est un peu oublié, et aussi peut-être du début des hostilités, parce que c'est une histoire qui nous chagrine véritablement, qui nous attriste, donc elle n'est pas aussi glorieuse que le 8 mai, mais en même temps c'est un moment d'histoire important, et c'est le début des hostilités, c'est 80 ans qui nous séparent de ce début-là. Voilà un élément important que je voulais signaler en contrepoint. Le troisième élément, alors plus proche, on pourrait dire, de la résistance, il y a deux choses que je voulais aussi indiquer en préambule, c'est que vous pouvez retrouver sur le site d'une association canoise qui s'appelle Arte Philosophia, à Nîmes de Cannes Université, un entretien que j'avais personnellement mené avec Daniel Cordier, il y a quelques années, je crois que c'était en fin 2013, hein, Daniel Cordier qui va bientôt fêter ses 100 ans aujourd'hui, hein, il fêtera son centenaire au mois d'août. Voilà, un de ces hommes qui a vécu, et qui a bien vécu, et très heureux de savoir qu'il est encore parmi nous, Daniel Cordier, habitant à Cannes, euh, ces dernières années, qui a joué un rôle majeur pendant la Résistance, justement, et que j'ai eu l'honneur d'interroger, de dialoguer avec lui grâce à François Lapéroux et José Cucurello. C'était à la médiathèque Noailles en 2013, et il s'était confié, où il avait largement évoqué pendant très longtemps, ça avait duré, on avait pensé parler pendant une demi-heure, et puis finalement ça avait duré plusieurs heures, et c'était un peu en écho à l'ouvrage qu'il avait publié en 2009 qui s'appelle cet ouvrage, alias Caracalla, son nom de résistance, lui qui a été effectivement secrétaire de Jean Moulin, donc au cœur de l'action en 1942-1943, né en 1920, donc, et qui avait beaucoup de choses, qui a beaucoup de choses à raconter, qui a des choses incroyables à raconter, notamment comment est-ce que lui, maurassien, plutôt originaire, on pourrait dire politiquement de l'extrême droite, s'est retrouvé au contact de Jean Moulin, amené à basculer un petit peu, à trouver une position politique plus centrée en quelque sorte, et devenir un résistant illustre, lui qui est devenu ensuite aussi marchand d'art, et qui n'a cessé de témoigner. Et chose très intéressante, Daniel Cordier est aussi devenu historien de sa propre histoire, d'une certaine manière, ou historien de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est évidemment une démarche absolument incroyable, où il est à la fois dans la dimension de témoignage, mais aussi dans la dimension de l'analyse, hein, puisqu'il s'est formé aux outils de l'histoire, et ça, en ce sens-là, c'est un personnage extraordinairement riche, et donc je vous invite à éventuellement aller sur le site de Arte Philosophia pour réécouter ces entretiens qui ont été mis en ligne ces derniers temps. Le dernier élément d'introduction, c'est le décès de Cécile
Rol-Tanguy le 8 mai. Hein, on l'a appris, ça a alimenté l'actualité du vendredi 8 mai, au milieu de toutes les histoires liées au coronavirus et au reste. Eh bien, le décès de Cécile Rol-Tanguy à 101 ans, effectivement, nous a ramené sur la question de la résistance. Donc je n'avais pas forcément prévu, évidemment, d'en parler de manière très, très précise, mais je vais vous dire un mot sur elle, parce que il sera question du rôle de la résistance, en particulier communiste, parce que le couple Tanguy, Rol-Tanguy, est un couple communiste. Hein. Henri Rol-Tanguy est un militant communiste, né en 1908 et mort en 2002. Hein. Il était militant du Parti communiste et il était un des dirigeants de la résistance et un de ceux qui a mené la libération de Paris de l'intérieur, en étant membre des forces françaises de l'intérieur, effectivement. Hein. Il avait été nommé par l'état-major, effectivement, à ce moment-là. Et en 1945, chose assez intéressante, il est devenu donc un haut gradé de l'armée française, hein, lieutenant-colonel, tout en étant membre du Parti communiste français et très proche, dans les années 60 et 70, de Georges Marchais, hein, effectivement. Et on peut considérer que Henri Tanguy a joué Rol-Tanguy a joué un rôle très important pendant la guerre, au point d'être, par exemple, un des personnages du film de René Clément, Paris brûle-t-il, en 1966, où il est interprété à l'occasion de cette grande saga euh, hollywoodienne, si on peut dire, hein, ou quasiment hollywoodienne. Il est interprété par le comédien Bruno Kremer. Voilà, donc Rol-Tanguy et son épouse. Donc si Rol-Tanguy est mort en 2002 à l'âge de 92 ans, Cécile Rol-Tanguy, elle, était née en 1919 et est décédée donc le 8 mai dernier, jour de la commémoration de l'armistice, hein, singulier clin d'œil du destin, membre du Parti communiste. Alors elle était, elle, dans cette perspective d'être une sténodactylo, ce qui sera très important, notamment pour la résistance, dans la rédaction des tracts. Elle épouse Henri Rol-Tanguy en 1939, ils auront 5 enfants, et ensuite elle et lui entrent dans la clandestinité en juillet 40, au moment justement de la débâcle, et elle va œuvrer dans la clandestinité, dans la résistance. Donc elle est au cœur du sujet de cet après-midi et participe avec son mari à la libération de Paris. Alors les rôles masculins-féminins sont un peu acquis à ce moment-là. C'est lui, Henri Rol-Tanguy, qui dicte à son épouse, sténo-dactylo, les tracts importants destinés aux Parisiens pour qu'ils s'insurgent, hein, dans ce contexte-là. Et donc elle joue un rôle essentiel. Alors, elle n'est pas que sténo pour rédiger des tracts, mais elle est aussi très active et elle restera membre du Parti communiste jusqu'à sa mort vendredi dernier. Donc elle ne sortira jamais de ce giron communiste dans lequel elle était intégrée depuis 1938, depuis l'âge de 20 ans au quasiment. Voilà. Donc ça, c'est effectivement oui, des éléments d'actualité qui sont essentiels. Et maintenant, compte tenu de tous ces préambules, si vous voulez, je voudrais rentrer dans le vif du sujet et vous présenter donc cette question synthétique, donc, hein, que j'ai voulu synthétique pour essayer de bien comprendre ce panorama complexe qu'a représenté la résistance en France, ou plutôt les résistances en France. Vous présentez donc comment est-ce que cette résistance a pu se structurer, effectivement, et apporter un élément très fort, très intense pendant la Seconde Guerre mondiale à la vie politique, culturelle, sociale française, mais aussi comment est-ce que cette résistance est aujourd'hui un élément de mémoire tout à fait fondamental dans notre République. Mais avant tout, quand même, quelques éléments de contexte pour qu'on comprenne bien la situation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ce sera le premier aspect de ce que j'ai à vous dire. La guerre est déclarée le 3 septembre 1939. Ce sont les Français et les Anglais qui vont déclarer la guerre à l'Allemagne, compte tenu des menaces, plus que des menaces, des dangers que cette Allemagne développe en Europe avec ses gains de territoire progressifs. Et une fois cette guerre déclarée, la guerre ne se fait pas. Hein, on entre donc dans la drôle de guerre, période de longue attente. Hein, et une longue guerre qui est marquée notamment par un événement qu'on a aussi oublié, et qui aurait pu être commémoré, mais qui ne l'a pas été cette année, parce que c'est 80 ans aussi, c'est la bataille de Narvik. Alors à Nice, il y a notamment un petit monument qui se situe pas très loin de là où se trouvent mes bureaux à l'université, la bataille de Narvik en Norvège, effectivement, qui se déroule en avril 1940, et qui voit une victoire alliée dans un moment qui sera un moment plutôt de défaite, effectivement, où les Français et les Britanniques, autour de Narvik, alors au départ c'était une bataille navale au large des côtes norvégiennes, et puis finalement cette bataille sera une victoire pour les Alliés face aux Allemands, mais au
fil du temps, avec cette avancée allemande, eh bien, l'invasion nazie de la Norvège verra cette victoire annihilée, qui était partie plutôt sur des bons auspices, on pourrait dire, et Narvik deviendra une ville occupée par les Allemands après cette première victoire des Alliés à cette occasion. Je referme la parenthèse, mais il y a beaucoup de soldats qui ont participé à cette opération dans le contexte de la drôle de guerre, si vous voulez, donc il y a déjà eu quelques opérations qui ont été menées de manière partielle, comme c'était le cas à Narvik. Mais pour ce qui nous intéresse ici particulièrement, ce sont les hostilités entre la France et l'Allemagne qui commencent donc le 10 mai, donc on est vraiment dans l'anniversaire, si on peut dire, 1940, euh, provoquant, si vous voulez, un combat qui sera un combat rapidement réglé, puisqu'en 6 semaines, l'armée française est défaite. En 6 semaines, l'armée française est défaite. Euh, euh, on aurait pu penser que l'armée puisse résister davantage, mais ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu un déficit militaire assez important ici. 6 semaines, le sort de la France est réglé. L'Allemagne va montrer sa supériorité qu'elle a su se recomposer depuis ces 2 dernières décennies, après le traité de Versailles, le fameux traité de Versailles, effectivement, et c'est une situation qui provoque l'exode. 8 millions de Français sont sur les routes. On connaît peut-être cet épisode parce que c'est un épisode que beaucoup de familles ont vécu, que peut-être certains d'entre vous ont vécu dans leurs récits familiaux, l'exode, avec donc ces 8 millions de Français qui sont sur les routes pour quitter notamment la zone qu'on appellera la zone occupée, ou la zone nord, ou en particulier la capitale, et plus avec ces 8 millions de Français qui sont sur les routes de l'exode, 2 millions de soldats devenus prisonniers de guerre, eux aussi en marche vers la captivité. Donc si vous voulez, vous avez 10 millions de Français qui sont directement impactés, si on peut dire, et lourdement impactés par cette bataille de France, donc qu'on appellera la bataille de France, commençant le 10 mai et s'achevant le 25 juin 1940, une bataille perdue et provoquant donc en échelonné des exodes multiples jusque justement à cette fin du mois de juin 1940. À partir du 10 juin 1940, il va y avoir une discussion en haut lieu, si on peut dire, entre deux parties des autorités françaises, les autorités politiques et les autorités militaires. Et il s'agira de discuter, alors effectivement, le gouvernement français, par exemple, est replié d'abord en Touraine et puis ensuite à Bordeaux. Bon, et il s'agira de discuter, c'est pas forcément un détail, s'il s'agit de signer un armistice ou une capitulation. Alors, quelle est la nuance entre armistice et capitulation? C'est que l'armistice, effectivement, c'est la responsabilité de la défaite qui est accordée, si on peut dire, ou qui est plutôt chargée sur la classe politique, et en particulier le président du Conseil de l'époque, Premier ministre, qui était Paul Reynaud, né en 1878 et mort en 1966, ou capitulation, ce serait plutôt une responsabilité qui incomberait à l'armée, et en particulier à celui qui dirigeait l'armée à ce moment-là, qui était le général Weygand, mais une capitulation aurait pu permettre éventuellement de poursuivre des combats, notamment dans l'empire colonial, ce qui n'était pas le cas dans le contexte d'un armistice. Et donc il y aurait une discussion en haut lieu pour savoir si on optait plutôt pour la capitulation ou pour l'armistice, une discussion rapide, effectivement, vu l'urgence, et finalement on optera pour l'armistice, c'est-à-dire un armistice plutôt politique, donc, enfin, un armistice qui donne une coloration politique à la défaite et moins militaire, et cette décision d'armistice fait que ce texte, cet acte sera signé le 22 juin 1940, contre l'avis du Royaume-Uni, effectivement, et cet armistice signé provoque immédiatement la démission du président du Conseil de la Troisième République, donc Paul Reynaud, le 16 juin 1940, et immédiatement, le lendemain, la nomination du maréchal Pétain le 17 juin 1940. Le maréchal Pétain qui s'adresse, alors il y a une question de discours radiodiffusé, puisque le 16 c'est la démission de Reynaud, le 17 c'est la nomination de Pétain, et le 18, on le sait, c'est le général de Gaulle qui s'exprime sur les ondes de la BBC. Le 17 juin, effectivement, eh bien, la nomination du général Pétain, du maréchal Pétain, provoque une allocution de celui-ci à la radio, allocution radiodiffusée aux Français, où il tient vis-à-vis des Français un discours contradictoire, très ambigu d'une certaine manière, puisque d'un côté, il annonce qu'il est le nouveau président du Conseil en poste,
hein, et d'autre part, il annonce qu'il faut cesser les combats. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux assertions hein, sont un peu contradictoires, parce qu'en annonçant qu'il est le nouveau président du Conseil, certains perçoivent qu'en fait, eh bien, il manifeste une forme de résistance vis-à-vis de l'occupant allemand, hein, notamment aussi parce que le maréchal Pétain incarne une forme de résistance compte tenu de son passé glorieux hein, pendant la Première Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi. Donc évidemment, la figure de Pétain est une figure, hein, ne faisons pas de vision qu'on appelle téléologique, c'est-à-dire de considérer l'histoire par la fin, mais remettons-nous dans ce moment-là, les Français sont vis-à-vis du maréchal Pétain relativement confiants, ça c'est un élément important. Alors que de notre côté, lorsqu'il déclare qu'il faut cesser le combat, c'est une manière de se soumettre à l'Allemagne, et ça provoque une forme de ce double discours, si vous voulez, un peu contradictoire, hein, provoque pas mal d'incertitudes dans l'armée. Hein, faut-il ou pas continuer les combats, puisque la capitulation n'a pas été signée, mais l'armistice, ça reste bien discutable, et les choses vont rapidement évoluer après dans le sens où les combats ne sont plus possibles, sur le plan militaire en tout cas, dans ce cadre-là. Et dans le même temps, le 17 juin 1940, eh bien, la figure peu connue à l'époque de Charles de Gaulle est dans l'avion qui l'amène au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y va en tant que général, récemment nommé, hein, il vient à peine d'être nommé général, donc le général de Gaulle, et il va à Londres pour rencontrer Winston Churchill, hein, Premier ministre du Royaume-Uni, qui le sera pendant toute la durée de la guerre, de 1940 à 1945, en sachant qu'il le sera encore ensuite entre 1951 et 1955, Churchill décédant en 65, donc bien plus tard, on peut dire. Et en fait, il va obtenir difficilement, très difficilement, la possibilité, si vous voulez, l'autorisation de faire une allocution radiodiffusée à la BBC. Pourquoi difficilement? Parce qu'on se méfie de ce général, on ne lui accorde pas forcément toute légitimité, et le Royaume-Uni est encore à ménager le gouvernement français installé, envisageant un éventuel sursaut de la classe politique française qui ne viendra pas, hein, en grande majorité, si vous voulez. Hein, et donc, bon, après bien des négociations, ce sera cet appel du 18 juin qui n'est pas, si vous connaissez l'histoire, diffusé en direct, qui est pré-enregistré, hein, comme je le fais là devant vous, qui ensuite sera retouché, ce que ne fera pas qu'à l'université par le Foreign Office, pour ménager le maréchal Pétain, justement. Hein, donc il y aura des coupures, si on peut dire, hein, des censures légères, mais quand même importantes. Et également, le général de Gaulle se verra un refus de prendre toute autre parole devant ce poste de radio par les Anglais. Donc ça a été une seule prise, en quelque sorte, dans ce contexte-là. Hein. Et alors, dans cet appel, le général de Gaulle parle de guerre mondiale, alors que la plupart des Français, à ce moment-là, envisagent cette guerre dans la continuité des guerres franco-allemandes, si on peut dire, 1870, 1914, c'était une guerre mondiale effectivement, mais au niveau-là, une sorte de continuité. On n'a pas encore l'idée d'une guerre qui prendrait ce caractère mondial encore plus important, si on peut dire, que ce qui s'était passé en 1914-18 sur le plan géopolitique, en quelque sorte. Hein. Et dès l'appel de ce 18 juin, le général de Gaulle parle de résistance. Hein. Effectivement, il parle de résistance en appelant les Français à réagir et à le rejoindre dans son combat, un combat qu'il mène au départ d'une manière assez, si vous voulez, assez avec peu de moyens, hein, peu de légitimité, peu d'armes, donc c'est quelque chose qui est vraiment, on le sait, hein, connu dans l'histoire, euh, une prise de position très, très courageuse, très impétueuse, on pourrait dire, à un moment qui est un moment encore très incertain, on pourrait dire, hein, dans ce cadre-là. Voilà. Alors, quelques jours plus tard, l'armistice du 22 juin 1940 va engendrer une réalité très importante pour les Français. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec ces partitions territoriales qui n'ont pas autant d'importance, effectivement, mais à l'époque, c'était une partition en deux, vous le savez. La zone nord, alors une partition en deux qui est plutôt de cette manière-là, hein, c'est-à-dire en oblique, hein, la zone occupée au nord, et la zone dite libre, hein, non occupée, on pourrait dire, au sud, placée sous l'autorité du maréchal Pétain, et qui s'établit donc à l'un des endroits proches de cette ligne de démarcation, qui est la ville de Vichy. Et cette frontière
originale, on pourrait dire, hein, ligne de démarcation, est une frontière qui va donc fonctionner pendant quelques années, pas pendant toute la guerre, hein, vous le savez, puisque cette frontière va durer pendant 2 années, les deux premières années de la guerre, puisque le 11 novembre 1942, la date n'est pas anodine, se produit le débarquement allié en Afrique du Nord, qui avait été commencé le 8 novembre. C'est l'opération Torche, effectivement, qui est lancée. Et à ce moment-là, face au danger du débarquement allié du côté des colonies françaises qui vont jouer un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la zone libre, qu'on appelait libre à l'époque, devient la zone sud et va être donc occupée par aussi bien les Allemands que les Italiens, hein, l'opération Anton, hein, dite à ce moment-là. Pour l'Italie, c'est l'occupation du sud-est, donc nos régions, Nice, Cannes, sont concernées, hein, et l'Italie va pendant une année à peu près occuper tout le sud-est français jusqu'à Grenoble, capitulant le 8 septembre 1943, se retirant de cette zone sud et laissant la place aux Allemands qui vont occuper finalement tout le territoire hexagonal en 1943 et pendant donc une bonne année, un peu plus d'une année dans ce contexte-là. Donc ça, c'était important de le noter pour bien qu'on ait si vous voulez, la géopolitique, la répartition territoriale de cette période. Et maintenant, donc, deuxième dimension, rentrons véritablement dans le vif du sujet, la résistance, et parlons d'abord des origines de cette résistance. Alors, on l'a compris, déjà, la résistance n'est pas une évidence au sein de la population française, au sein de l'opinion française en 1940. Et ça, c'est important de le dire, c'est pas une évidence, et vous comme moi en 1940, résister, on était peut-être un peu incertain vis-à-vis de cette situation, parce que d'abord, rapidement, la défaite provoque un désarroi assez important au sein de la population. J'ai parlé tout à l'heure de l'exode, et les Français, comme je vous l'ai dit, sont plutôt rassurés. Hein, il faut repartir à cette époque par l'arrivée du maréchal Pétain aux affaires. Alors bien sûr, ils seront aussi rapidement mis au courant d'un certain nombre de dérives de ce maréchal Pétain, mais au départ, le maréchal Pétain jouit d'une bonne image, et cette bonne image va évidemment contenir tout acte de résistance qui n'est pas une évidence absolue au départ, même si le général de Gaulle donne le ton en quelque sorte, hein, ça c'est clair. Et en fait, les premiers résistants agissent de manière spontanée, de manière dispersée, sorte de coups d'éclat, comme ça, qui sont des coups personnels, on pourrait dire, qui vont être perpétrés dans cette année 1940. Je donnerai un exemple parmi d'autres, hein, de coups d'éclat le 17 juin, vous voyez, très tôt, hein, avant même l'appel du général de Gaulle, une personnalité, enfin connue, en tout cas son père était très connu, l'ancien président de la République, Paul Doumer, assassiné en 1931 par un Russe à Paris, Germaine Doumer, donc sa fille, une de ses filles, née en 1897 et morte en 1985, eh bien, exécute à Cosne-sur-Loire, hein, dans la Nièvre, un sous-officier allemand, vous voyez, très tôt, et donc elle est un acte de résistance spontanée qui n'engage qu'elle et qui va faire d'elle aussi une sorte de figure hein, emblématique au départ. Et au-delà de ces actes isolés, hein, le premier acte de résistance officiel, c'est bien à Londres qu'il se produit autour du général de Gaulle. Donc, je rappelle, hein, je reviens 2 minutes sur ce moment du 10 juin qui est quand même important pour le sujet. Hein. Au départ, pourquoi est-ce qu'il est à Londres? C'est parce qu'il est envoyé en mission auprès du Premier ministre Churchill du Royaume-Uni, hein, par Paul Reynaud. Et quand il revient de cette mission, nous sommes le 16 juin 1940, donc à Paris, il arrive le 16 juin 40 et il apprend immédiatement la démission de Paul Reynaud et immédiatement, alors cette fois-ci contre toute attente hein, et contre tout avis et contre toute mission, eh bien De Gaulle repart aussitôt à Londres. Rien théoriquement ne l'envoie là-bas, mais il y repart effectivement dans le but de résister, si on peut dire, hein, de résister. Donc De Gaulle est sans doute un des premiers résistants aussi, lançant à la BBC le fameux appel, donc comme je vous disais tout à l'heure, appel qui a eu au final un faible impact, on le sait, parce que peu de Français sont à l'écoute de la BBC le 18 juin 40, ils ont sans doute autre chose à faire, c'est certain, et aussi parce que, comme je vous l'ai dit, De Gaulle n'est pas reconnu par Churchill comme le chef des Français qui se battent contre les Allemands. Churchill voit peut-être ce qui se passe en France avec beaucoup plus de pragmatisme, beaucoup plus d'incertitude. Pourtant, il va incarner dès ce moment-là ce que l'on va bientôt appeler la France libre. Hein, la France libre, en se dotant d'un comité national français avec des organes de gouvernement. Et cette France libre, elle arrive à se constituer comme une sorte de noyau structuré à l'automne
1940, l'automne 1940, y compris avec une petite armée, avec de faibles moyens certes, mais quand même une petite armée qu'on appelle les Forces françaises libres. Automne 1940, les FFL existent déjà. Et si vous voulez, ça c'est un embryon, vous voyez, des actes isolés, Germaine Doumer, par exemple, hein, pour donner cet exemple-là, il y a plusieurs, et cette dimension de structuration bien compliquée, bien délicate, qui amène à ce petit noyau, donc la France libre, et ce noyau d'organisation qui se produit, qui se constitue donc à l'automne 1940. Et en parallèle de cette mise en place, à l'été 1940, il y a aussi une action qui est promue, on pourrait dire, par les Britanniques en France. Ça aussi, c'est un élément important. Les Britanniques organisent des réseaux en France, et la question justement des dimensions réticulaires, comme on dit, hein, les réseaux qui sont organisés, le sont aussi grâce à l'action des Britanniques, et en particulier les hommes des services secrets britanniques, l'Intelligence Service, et aussi des réseaux déjà installés auparavant qui recrutent, font de la propagande, fournissent du matériel, effectivement, notamment des armes, des postes émetteurs très importants à cette époque-là, engagent même des opérations militaires, et d'ailleurs les Américains feront de même, mais plus tard, feront pareil, mais plus tard, en 1943 en particulier, et d'une certaine manière, grâce à cet apport britannique puis américain, une résistance en armes hein, pourra se faire simultanément, si vous voulez, mais de manière très sporadique dans ce contexte-là. Et en même temps, comme je vous le disais, à partir de l'automne 1940, une résistance française, plus ou moins liée au Royaume-Uni, se développe à partir de l'automne. Alors on est après ces actes isolés de 17 juin 1940, mais il y a deux motivations qui vont faire qu'un certain nombre de Français très minoritaires, hein, effectivement, vont se mettre à agir euh, sous la forme de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui donc une résistance. La première de ces raisons, hein, il y a deux raisons essentielles. La première de ces raisons, c'est de poursuivre le combat. Hein. L'armistice a été voté, certains ne l'acceptent pas, ils sont minoritaires, très minoritaires, mais certains ne le tolèrent pas, et continuer à se battre pour défendre la France, qui n'est plus représentée, selon ces premiers résistants, par le maréchal Pétain, et notamment de poursuivre le combat, peut-être aussi là où la guerre continue hors métropole, hein, ça peut être un élément, et aussi de mener des actions donc dans cette France occupée, notamment par exemple des aides au rapatriement de soldats du Royaume-Uni restés en métropole, que un certain nombre de Français vont aider à exfiltrer vers leur pays d'origine, ou à fournir des renseignements vus ou entrevus sur l'armée allemande. Je donnerai quelques exemples. Donc pour le premier cas des rapatriements de soldats, c'est le fameux réseau Shelburne, qui a donné lieu à un film l'année dernière de Nicolas Guillou, hein, sur ce réseau de l'ouest de la France, hein, où tout un ensemble d'habitants de ces régions de l'Ouest et de Bretagne ont aidé au rapatriement de parachutistes britanniques qui étaient tombés dans les airs de France et qui avaient été abattus par les Allemands, mais eux, sauvés, vont pouvoir être exfiltrés par ce réseau Shelburne et être renvoyés en Angleterre sans dommage. Voilà un premier exemple de solidarité, on pourrait dire, entre alliés. Ça, c'est pour le premier cas. Et pour le second cas, c'est par exemple également le réseau de renseignement que mettra en place celui qu'on appellera le colonel Rémy, R-E-M-Y, avec la confrérie Notre-Dame, c'était le nom. Et derrière le colonel Rémy se cachait le nom de Gilbert Renaud, 1904-1984, réseau de renseignement très efficace qu'il a mis en place pour donner des renseignements justement sur l'armée allemande et ses évolutions dans la France de cette année 1940, début 1941. Donc la première raison, c'était cette raison-là, c'était de poursuivre le combat, et en poursuivant le combat, c'était non seulement de permettre à des Anglais de retourner au pays pour être à nouveau reversés dans l'action militaire, et aussi de donner des renseignements aux Britanniques sur l'armée allemande. La seconde raison, elle est plus franco-française, on pourrait dire, c'était une raison qui amenait à lutter contre le nouveau régime, qui n'est plus un régime républicain, on ne sait plus trop d'ailleurs ce que c'est, le régime de Vichy, mais pour ces résistants, pour ceux qui s'y opposent, hein, tout le monde ne s'y oppose pas, loin s'en faut, en 1940, mais ceux qui s'y opposent assimilent ce nouveau régime à un État fasciste, un État raciste, un État qui porte atteinte en fait aux valeurs de la République, aux valeurs humanistes et aux valeurs chrétiennes.
Et donc un certain nombre de personnes s'élèvent contre ça immédiatement, n'acceptant pas le bénéfice du doute éventuel. Et par exemple, Philippe Vianney, VIA2NAY, né en 1917 et mort en 1986, fonde dès l'automne 40 un mouvement qui s'intitule tout simplement Défense de la France. Défense de la France, avec un journal qui sera tiré clandestinement à 5000 exemplaires et qui montre comment est-ce que là aussi, voilà, il y a souvent des mouvements qui sont créés avec des qu'on appelle des feuilles, hein, qui développent une dimension d'opposition dans ce contexte-là. Et donc, dans ce contexte donc d'une résistance armée qui se met en place et qui se développe progressivement, il y a aussi, à côté de ça, une résistance dite passive ou civile, ce qu'on pourrait aujourd'hui traduire sous la forme de désobéissance civile, hein, désobéissance civile à travers des gestes, tout simplement, parce que la résistance, c'est pour ça qu'on dit les résistances, ça peut être un geste, ça peut être un geste anodin même, hein, mais qui revêt, au regard de l'histoire, une grande importance. Résister, c'est par exemple écouter Radio Londres, c'est écouter la BBC, acte de résistance, même s'il est, vous voyez, très, très sommaire. Hein, c'est suivre l'évolution des combats sur une carte murale, hein, donc ça aussi, c'est une forme de résistance très, très sommaire, mais qui est anodine, mais tout aussi importante. C'est tracer à la craie des croix de Lorraine, hein, par exemple, ou des V de la victoire, hein, ou des abalébos, sorte de graffiti qu'on trouve dans certaines villes, sur certains murs des grandes villes ou de villages. Hein. La croix de Lorraine, c'est le symbole, bien sûr, de la résistance gaulliste, les V de la victoire, hein, et abat-les-boches montrent une certaine animosité, pour pas dire une haine vis-à-vis de cet occupant allemand. D'ailleurs, en 1941, s'était déroulé à partir de la Belgique ce qu'on appelait la campagne des V, hein, la campagne des V qui était une sorte de structuration de ces graffitis, de ces tags, qu'on pourrait dire, sur les murs des villes. C'est aussi créer des cercles, des petits cercles de réflexion d'hommes et de femmes qui réfléchissent à quelles actions pour mener, et c'est aussi des tracts distribués à côté des tags. On a des tracts, je pense par exemple à des feuilles, hein, des tracts, c'est par exemple une feuille recto verso, hein, écrites à la main ou tapuscrites quand c'était possible. Hein. Tout à l'heure, je parlais de la sténo, c'était très important. Et je pense par exemple à Jean Texier, T-E-X-C-I-E-R, hein, né en 1888 et mort en 1957, qui était un des premiers à avoir rédigé chaque matin, à partir de juillet 1940, une feuille qui s'intitulait Conseil à l'occupé, hein, c'est-à-dire celui qui est dans l'occupation, et qui distribuait à la main un certain nombre de tracts euh, de ce type à Paris, sorte de petit journal, si on peut dire, hein, ou l'Arc, ou Pantagruel, qui était une feuille contre l'occupant, qui est diffusée à partir de 1940. Donc voilà des éléments importants. En plus de ça, en octobre-novembre 1940, des étudiants se mettent aussi en marche, on pourrait dire, contre l'occupation. Le 11 novembre 1940, date emblématique, hein, qui commémore l'armistice de la Première Guerre mondiale, une manifestation étudiante se déroule sous l'Arc de Triomphe de Paris. Elle sera dispersée effectivement par les troupes allemandes, mais elle est là présente et active, de même qu'à l'été 1940 est né le fameux, on connaît le fameux réseau du musée de l'homme à Paris, où des ethnologues de renom pour l'époque vont se mettre en action à partir de leur science, si on peut dire, l'ethnologie ou l'anthropologie. Boris Vildé, Paul Rivet et Germaine Tillon sont parmi ceux-là, un réseau qui sera démantelé quelques mois plus tard, en novembre 1942, au moment de la fin de la ligne de démarcation et de la radicalisation, on pourrait dire, de la présence allemande en France à ce moment-là. Et ce qui vient corroborer, si vous voulez, l'ensemble de cette première dimension, hein, les origines de la résistance, hein, c'est effectivement le fait que l'un des actes majeurs de cette résistance, c'est quand même sauver des juifs, hein, parce que immédiatement le régime de Vichy et surtout l'occupant allemand, enfin les deux liés d'une certaine manière, vont mener une sévère répression, tragique répression contre les juifs, et un des actes de résistance sera immédiatement d'agir en désobéissant évidemment pour sauver des vies juives, pour empêcher leurs arrestations, leur recensement d'abord, leurs arrestations, leur déportation. Euh, on le sait, la répression antisémite est une répression qui se met en place dès 1941.
dès 1940 même, hein, 41, par le gouvernement de Vichy, avec notamment la mise en place de ce qu'on appelle le commissariat aux questions juives, une sorte de portefeuille ministériel qui s'occupe particulièrement de la question juive, et du coup, bon, ben, avec des formes d'héroïsme, avec des intensités diverses, hein, on retrouvera donc ces actes de sauvetage qui seront nommés, et sur les 320 000 juifs résidant en France en 1940, 76 000 seront déportés, hein, ils n'en reviennent que 2500 environ, hein, voilà, et justement, de ces résistants qui auront cette attitude de solidarité vis-à-vis des juifs seront pour certains faits justes parmi les nations. Je rappelle que cette distinction des justes est une distinction, la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël pour des non-juifs, hein, justement, et qui honore ceux qui ont aidé les juifs au risque de leur vie, hein, parce que c'était bien au risque de leur vie, sans demande de contrepartie aucune, hein, et je crois qu'on a environ près de 4000 Français qui ont obtenu ce titre exceptionnel, lancé en 1963, c'est-à-dire 20 ans après les hostilités dans ce cadre-là. Hein, voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces origines de la résistance, il y a aussi une histoire régionale, une histoire territoriale à présenter. Hein. Quand je dis les résistances, c'est que les résistances, c'est aussi des résistances en différents lieux, en différents points, qui ont des histoires communes et aussi des histoires distinctes. Hein. Par exemple, une histoire particulière de la résistance, ce sont les régions de l'Est. Hein. On peut penser au Haut-Rhin, au Bas-Rhin, à la Moselle, qui ont été, en juillet 1940, immédiatement réannexées après 1918 par le Reich, et soumis à germanisation, ou plutôt re-germanisation et nazification dans ce contexte-là. Et il va y avoir donc dans ce cadre une action tout à fait particulière qui sera menée dans ce contexte-là. Il y aura des résistances un peu différentes en fonction des différents territoires, notamment en créant des maquis, hein, voilà un élément important. Hein. Je rappelle simplement que le maquis, c'est un regroupement de personnes qui pratiquent la guérilla, hein, l'affrontement direct, l'action directe, hein, et se cachant dans la nature, hein, tout en étant très enracinés dans la population locale, par exemple les maquis du Vercors, hein, par exemple les maquis en Corse, voilà, des éléments importants, hein, et qui organisent par exemple des filières d'évasion afin d'éviter le recrutement des Allemands pour aller travailler en Allemagne, par exemple le STO qui se produira dans ce cadre-là, ou les fameux malgré nous, justement, alsaciens et mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande, les fameux malgré nous. Voilà un élément important. Donc, pour éviter d'être un malgré nous, il fallait prendre le maquis, mais pour ça, il fallait avoir aussi cette capacité de le faire, ce contexte qui permettait de le faire, qui n'était pas toujours facile, évidemment. Remettons-nous dans la place de ce moment-là. Donc voilà les différentes origines, vous voyez, avec des formes extrêmement virulentes, des formes beaucoup plus modestes, mais en même temps, c'est ça, les résistances, c'est qu'il y a toute une gamme d'actions, hein, officielles, officieuses, vis-à-vis des Anglais, vis-à-vis contre l'État français de Vichy, contre les Allemands. Donc il y a plusieurs gammes, on pourrait dire, d'attitudes dans ce contexte-là, c'est ce que je voulais dire dans cette partie. Voyons maintenant une autre partie qui est la question de savoir qui sont les résistants. Qui sont les résistants Seulement, on pourrait dire en 1940-1941, 1 à 2% de la population. Donc, vous voyez, c'est extrêmement limité, 1 à 2% de la population. Et d'abord, quelques dimensions que je voudrais synthétiser comme ça. D'abord, une dimension politique. Ensuite, il y aura d'autres dimensions, mais d'abord la dimension politique. En fait, il y a une constellation d'opinions politiques qui entrent en résistance. Et j'en ciblerai 3 orientations, même si les frontières sont perméables, parce que tout n'est pas figé, hein, mais disons que la première des résistances politiques, c'est la gauche. La gauche qui est la plus active, sans doute, la plus courageuse aussi dans certaines attitudes, des socialistes aux communistes, même si, vous le savez, les communistes, pendant plusieurs mois, n'ont pas agi, hein, au titre du Parti communiste. Ça ne veut pas dire des communistes n'ont pas agi seuls, hein, ou n'ont pas agi pour leur propre compte, mais le Parti communiste en tant que tel reste très discret sur cette question jusqu'en juin 1941. Pourquoi Tout simplement parce que c'est le moment de la rupture du pacte germano-soviétique. Il les avait mis en porte-à-faux pendant plusieurs mois entre 1940 et 1941. Et lorsque ce pacte est rompu
et que l'Allemagne et l'URSS vont s'affronter violemment, le Parti communiste entre de plein pied dans la résistance et se montre le parti le plus actif et de loin, mais évidemment il y a cette ambiguïté qui fait qu'au départ ce parti n'est pas tout à fait visible sur ce plan-là, ce qui ne sera plus le cas à partir de juin 1941. Par exemple, le 21 août 1941, Pierre Georges, qu'on appelle aussi le colonel Fabien, hein, développe un attentat contre l'aspirant Moser à la station Barbès à Paris. Voilà un exemple rapidement de la mise en place des communistes peu après le mois de juin, le mois de juin 1941, c'est-à-dire effectivement la rupture du pacte germano-soviétique, dont la gauche socialiste et donc particulièrement communiste, qui entrent beaucoup dans la clandestinité et habitués même à la clandestinité, vont s'opposer frontalement au gouvernement de Vichy. Mais à côté de la gauche, il y a aussi d'autres forces politiques qui entrent en résistance. On peut penser par exemple à des forces nationalistes. Et oui, parce que alors c'est minoritaire, bien sûr, mais parmi les nationalistes, il n'y a pas que des collaborateurs. Bien sûr, il y a des nationalistes collaborateurs et qui verront, en fait, dans l'Allemagne nazie, la possibilité de voir une France qui serait, disons, portée vers le haut par l'Allemagne nazie, et ça amènera un certain nombre de militants politiques à défendre la notion de collaboration. Mais il y a aussi des nationalistes d'extrême droite, germanophobes, notamment depuis la Première Guerre mondiale, qui donc sont de droite ou d'extrême droite, qui vont s'opposer et être des résistants de notre type, en quelque sorte, moins nombreux que les résistants de gauche, bien sûr, et moins identifiés, à s'opposer hein, à la présence allemande. Voilà, un élément qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Et puis, il y a une troisième force qui est plutôt au milieu, si on peut dire, une force républicaine qui défend les valeurs de la République contre le gouvernement de Vichy, considérant que ce gouvernement de Vichy bafoue les règles et le fondement de la République, et que du coup il faut lutter contre. Donc vous voyez, il y a toute cette gamme de positions politiques qui montrent que finalement la résistance, bon oui, c'est beaucoup le Parti communiste, mais ce n'est pas que le Parti communiste, il y a aussi des choses à évoquer autour de ça. Ça c'est la dimension politique. À côté de ça, il y a une dimension sociale importante. En effet, la dimension politique ne suffit pas à expliquer l'engagement résistant, il faut aussi évoquer le statut social, et ça c'est une autre entrée dans les résistances, hein, par exemple hein, les paysans hein, et les ouvriers. Hein, on sait que les paysans ont été beaucoup favorisés par le régime de Vichy notamment, et seront moins actifs dans la résistance, par exemple, que les ouvriers qui souffrent plus, on pourrait dire, de cette occupation, qui souffrent plus de la France de Vichy, qui sont plus galvanisés, plus que ne le sont les paysans, par le Parti communiste. Hein, et on le sait, les ouvriers seront la cible du pouvoir allemand à travers le fameux service du travail obligatoire qui est mis en place en 1943, février 1943, qui amène beaucoup d'ouvriers à quitter la France pour venir travailler en Allemagne au profit de l'Allemagne nazie, sorte de situation évidemment difficile à vivre dans ce cadre-là. Donc, par exemple, vous voyez, en termes de classe politique, les ouvriers seront plus actifs que les paysans. Hein. Autre élément important, c'est le rôle majeur joué par les classes moyennes. Hein. Voilà un élément important, des hommes mûrs, notamment, hein, qui seront une sorte de portrait robot des résistants aussi, avec cette dimension aussi d'homogénéité sociale dans les résistances, à savoir que on voit des formes de résistance un peu spécifiques en fonction des professions. Hein. Je prendrai un seul exemple, on pourra en prendre d'autres. Effectivement, c'est la question des cheminots. Si vous regardez le film La bataille du rail de René Clément à nouveau, de 1946, vous y voyez effectivement cette pratique résistante des cheminots. Alors on sait que les cheminots n'ont pas tous été des résistants, mais beaucoup l'ont été, et ces sabotages en particulier qui perturbent la circulation des trains est quelque chose qui va beaucoup œuvrer hein, dans le mouvement de résistance. Donc, vous voyez, par profession, alors les instituteurs, les employés du gaz et de l'électricité, etc., etc., sont des professions qui sont plus ou moins concernées par leur métier, hein, à cette dimension de résistance. Donc ça c'est le deuxième élément, une dimension politique, une dimension sociale et la dimension du genre, c'est-à-dire effectivement le rôle que vont jouer les femmes. Hein, chose qu'on n'avait pas toujours mis en évidence. Alors on a parlé de Cécile Roll-Tanguy tout à l'heure au départ pour honorer sa mémoire. L'action des femmes est une action qui sera décisive aussi. La femme résistance, la résistance va attirer beaucoup de femmes. Alors, non seulement dans des actions, on pourrait dire, d'assistance, hein, vis-à-vis des malades, vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des blessés, vis-à-vis de la collecte vis-à-vis des nécessiteux ou d'effets personnels, mais aussi plus largement dans des actions
au même titre que les hommes, c'est-à-dire des actions liées à des faits de guerre, on pourrait dire, ou des faits de guérilla. Par exemple, pas mal de femmes sont des agents de renseignement et de liaison. On peut vous donner un exemple connu, Joséphine Baker, par exemple, sur laquelle on pourrait faire tout à fait une conférence. Un rôle de secrétaire, ça a été le cas par exemple de Cécile Roll-Tanguy, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais aussi de convoyeuse d'armes, hein, de confection d'explosifs, hein, par exemple, ou de relais d'accueil, d'organisation de fuite, etc., etc. Prenons quelques exemples bien connus, Lucie Aubrac, par exemple, avec son mari Raymond. Souvent, il y a aussi la notion de couple qu'on pourrait développer hein, dans ce contexte-là, hein, qui organisent tous deux, Lucie et Raymond, le mouvement Libération Sud. On peut parler de Bertie Albrecht, hein, qui fonde avec Henri Freinet le réseau Combat. On peut parler de Simone Michel Lévy, qui organise le mouvement Résistance des PTT, dans les PTT par exemple, dans les postes et télécommunications. On peut signaler aussi Daniel Casanova, qui met en place des comités féministes, communistes en zone occupée. Donc voilà quelques exemples de femmes actives, et pas simplement actives dans leur dimension féminine, mais aussi active au même titre que les hommes, et donc la résistance va égaliser aussi un certain nombre de conditions dans ce cadre-là, et c'est important de le dire. Donc, politique, sociale, la présence des femmes, et il y a une quatrième dimension, c'est la question de l'action des étrangers. En effet, des étrangers nombreux vont combattre dans la résistance en France. Hein. Alors ils sont de différents types, ces étrangers. Hein. On peut par exemple évoquer les réseaux allemands et belges, hein, donc allemands anti-nazis, ça existe bien sûr, qui vont travailler auprès de l'URSS. Hein, ça a été pas mal évoqué dans le roman et le film L'Orchestre Rouge, par exemple. Voilà, mais donc des déserteurs de la Wehrmacht aussi, ils existent. Des communistes étrangers venus en France pour travailler notamment, hein, et qui sont regroupés dans une structure assez célèbre qui s'appelle la MOI, MOI, main-d'œuvre immigrée, hein, qui entre dans la résistance avec le Parti communiste, qui était proche de ses ouvriers, de ses travailleurs, avec lesquels il avait des liens très, très fréquents, et l'appellation sera franc-tireur partisan, main-d'œuvre immigrée. C'est le groupe des étrangers, FTP, MOI, qui développe une action directe, une guérilla. Hein. Les francs-tireurs partisans avaient été créés à la fin de l'année 1941 par le Parti communiste, et c'était une résistance intérieure, armée, d'obédience communiste. Voilà un élément important. Et donc la MOI, c'est une branche spécifique de cette FTP à travers donc les étrangers. Alors, on regroupe au sein de la MOI des entités nationales. Alors, par exemple, il y a un groupe qui sont les Roumains et les Hongrois qui sont dans une unité, hein, presque tous juifs d'ailleurs, hein, mais Roumains et Hongrois. Dans un autre groupe, il y a les Italiens. Dans un autre groupe, il y a des Espagnols. Dans un autre groupe, il y a des Juifs. Et dans un autre groupe, il y a les Arméniens, et on connaît la célèbre, d'ailleurs, Cannes Université avait fait, j'étais présent, la diffusion du film de Robert Guédiguian sur Isaac Manoukian. Eh bien, Missiag Manoukian a été un des membres effectivement de ces FTP MOI au titre des Arméniens, hein, lui qui était un réfugié du génocide arménien de 1915, et qui va assassiner, alors qu'il est un ouvrier tourneur chez Citroën à ce moment-là, hein, et qui fait partie de la FTP MOI, donc de la région parisienne, c'est lui qui assassine Julius Ritter, un Allemand qui supervise justement le STO, hein, et il sera traqué puis arrêté par la Gestapo et fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944 avec 23 autres membres des FTP MOI, ce qui occasionnera, vous le connaissez sans doute cet épisode, le fait de placarder sur les murs de la France et de Paris en particulier la fameuse affiche rouge, affiche de propagande à la fois allemande et vichiste, qui a été placardée en 15 000 exemplaires, qui montre que tous les résistants sont des terroristes étrangers. On parle de l'armée du crime, et donc il y a cette volonté de propagande, en fait, pour montrer que la résistance, finalement, c'est des bandits, c'est des voyous, c'est des terroristes, et ce film de Guédiguian le mettrait bien en valeur, entre autres, hein, mais l'histoire de Manoukian est tout à fait intéressante à évoquer. Donc voilà une dimension importante, c'est l'action des étrangers. Et puis il y a également une dimension géographique, hein, qui est importante. Comme je vous le disais, la résistance ou les résistances sont différentes, notamment jusqu'en 1942, en fonction des zones. On n'a pas les mêmes types de résistance et les mêmes types de combats. En zone occupée, c'est une résistance contre les Allemands, hein, avec des groupes comme Libération Nord ou le Front National, qu'on appelait à l'époque le Front National. C'était un mouvement communiste, hein, à ne pas confondre. Et en zone occupée, en zone libre, pardon, en zone non occupée, c'est une résistance plutôt contre Vichy, contre le gouvernement de Vichy, avec des groupes comme Franc-Tireur, comme Combat,
comme Libération Sud, effectivement, hein, bon, lorsque les Allemands viennent occuper la zone sud à partir de 1942, puis encore plus à partir de 1943, effectivement, il va y avoir ce moment décisif où le maréchal Pétain refuse la main tendue pour cautionner d'une certaine forme la résistance, et à partir de ce moment-là, effectivement, beaucoup de Français qui étaient jusqu'alors maréchalistes ou pétainistes, comme on disait, se tournent vers la résistance. Il y a ce moment décisif qui fait que la résistance va augmenter ses effectifs dans ce tournant de 1942, où on voit que le gouvernement de Vichy est complètement empêtré, pour ne pas dire soumis à l'extrême à l'Allemagne nazie, et des gens comme François Mitterrand, par exemple, sont de ces résistants de cette heure-là, si vous voulez, qui n'est pas la première heure, mais qui est une autre heure, hein, plus tardive, certes, et qui leur sera grandement reprochée, effectivement, plus tard. Hein, et donc, oui, il y a plusieurs étapes hein, des résistants de la première heure, qui sont évidemment les plus glorieux, hein, parce qu'ils étaient dans le bon côté très tôt, et puis il y a des résistants plus tardifs qui se sont adaptés à la situation, et évidemment la figure du maréchal Pétain s'était considérablement dégradée entre 1940 et 1942 pour un certain nombre de Français qui avaient vu en lui un véritable espoir totalement déçu à cette occasion. Et donc, je voudrais maintenant évoquer le dernier volet de cette conférence, qui est de toute cette constellation. Vous voyez, j'ai essayé de montrer, c'est pour ça qu'on dit le pluriel, les résistances, mais cette constellation est une constellation qui va quand même supposer, à un moment donné, un début d'union et un mouvement d'unification. Hein. Et donc, c'est ce qu'on va évoquer dans cette troisième partie, comment est-ce que la résistance va difficilement, mais quand même avec une certaine efficacité, s'unifier, et c'est là que va jouer le rôle important de Jean Moulin, et donc de Daniel Cordier, dont on parlait au début de mon intervention. Cette unification de la résistance va être un tournant capital dans la Seconde Guerre mondiale en France, en particulier, hein, tournant capital qui est très lié bien sûr à l'entrée si on peut dire, en résistance du Parti communiste, ça c'est certain, hein, mais le mouvement résistant en 1942-43 est un mouvement extrêmement dispersé. C'est une constellation, c'est une kyrielle de structures, il y a des individus isolés, il y a des bouts d'organisation en zone nord, en zone sud, donc, vous voyez, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut peut-être agréger, cette dispersion est un frein à l'efficacité, c'est certain, hein, et donc Jean Moulin va caractériser ce souci d'unité, né en 1899, on le sait, mort en 1943, torturé par la Gestapo. On le sait aussi, Jean Moulin était un préfet, le préfet d'Eure-et-Loir, révoqué par le gouvernement de Vichy en novembre 1940. Et c'est lui, Jean Moulin, qui prend contact avec les différents mouvements de la zone non occupée, hein, qui va à Londres en octobre 1941 pour demander des moyens au général de Gaulle. De Gaulle lui confie la mission, justement, de créer une armée secrète qui tente d'unifier tous les mouvements de résistance. Donc cette volonté de structuration, Jean Moulin l'a, mais il l'a sous l'égide du général de Gaulle. Cet ensemble de mouvements, cet ensemble de volonté, d'énergie, est un ensemble qu'il doit, qu'il est chargé de structurer, hein, et de Gaulle a confiance en Jean Moulin, et Jean Moulin va mener une action justement en zone sud, hein, avec cette union des mouvements de résistance, avec cette ambition que chaque mouvement puisse reconnaître comme chef le général de Gaulle. Et Jean Moulin va autour de lui créer un comité de coordination avec, alors ce ne sera pas simple, hein, on le sait, hein, je ne rentrerai pas dans les détails de cette difficulté, ou en tout cas de cette complexité, mais il va entrer en contact et créer en tout cas un lien entre les différentes organisations politiques. Alors on peut parler par exemple d'Henri Freinet, hein, 1905-1988, mouvement Combat, Emmanuel Dastier de la Vigerie, mouvement Libération, lui qui était né en 1900 et mort en 69, ou Jean-Pierre Lévy, 1911-96, qui était à la tête du mouvement Franc-Tireur. Hein, et donc il arrive à fédérer ses chefs d'organisation politique, plus une organisation militaire qui était dirigée par le général Charles de Lestrin, hein, qui est mort à Dachau, hein, justement, en 1945, et en même temps, cette unification au sud va avoir les mêmes conséquences aussi au nord, où en zone nord, les mouvements seront
à leur tour unifiés par Pierre Brossolette, 1903-1944. Pierre Brossolette est un de ceux qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, arrêté par la Gestapo, et il se suicide justement en prison sans parler, ce qui lui vaudra son entrée au Panthéon plus tard, une grande reconnaissance. Brossolette, c'est un nom qu'on a retenu, effectivement. Voilà. Et donc il y a un processus sur lequel je passe un peu rapidement, qui est un processus de fusion de la résistance, qui se fait en parallèle, et ça c'est un élément très important, en parallèle du débarquement allié en Afrique du Nord. Parallèle du débarquement allié en Afrique du Nord. Alors, bien sûr, il y a des tensions, tout ne se fait pas de manière comme ça, d'une baguette magique, avec une certaine osmose. Ce n'est pas vrai, il y a plein d'oppositions, il y a plein de tensions entre les chefs, entre les mouvements, des questions idéologiques, des questions de comportement, des questions d'ego personnel, des questions de tensions liées à des équilibres territoriaux. Enfin, il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais en même temps, malgré ces tensions, la fusion s'opère, et l'ambition aussi, c'est d'être crédible face aux États-Unis de Franklin Roosevelt et d'imposer la France libre. Ce mouvement que De Gaulle a lancé de manière un peu modeste en 1940 dans les négociations. Et du coup, cet embryon de représentation nationale, cette idée que la résistance représente la France, la vraie France, si on peut dire, face à la France corrompue, collaborationniste, etc. Donc c'est cette idée de savoir qui est la France, où est la France, ça c'est un élément important, et De Gaulle s'appuie sur cet embryon de représentation nationale, cette résistance intérieure à l'Hexagone, avec les partis politiques concernés, les syndicats reconstitués dans la clandestinité. Alors évidemment, toutes les forces politiques ne sont pas rassemblées, les nationalistes dont je parlais ne sont pas présents dans cet ensemble-là, mais c'est Jean Moulin qui se charge de créer ce qui s'appellera à terme le Conseil national de la résistance, et Jean Moulin étant la pierre angulaire de ce premier Conseil national de la résistance, qui est donc acté le 25 mai 1943, 25 mai 1943, qui arrive à fusionner 16 formations, et qui, effectivement, va être reconnu par le général de Gaulle, lui qui en devient le chef, sous couvert, on pourrait dire, de Jean Moulin, le chef politique, et qui présente la France au combat, une France intérieure au combat. Alors on sait que cette action qui est menée par Jean Moulin sera stoppée net par son arrestation en juin, le 21 juin 1943. Vous voyez, donc le Conseil national est acté en mai, et en juin, Jean Moulin est arrêté par les Allemands à Lyon. Il meurt sous la torture, et c'est Georges Bidault qui le remplace, avec moins de fortune, on pourrait dire, dans ce contexte-là, mais malgré tout, enfin, c'est pas moins de fortune, mais avec peut-être moins de mérite, puisque tout le mérite revient à Jean Moulin d'avoir fédéré et réussi à dépasser les complexités. D'ailleurs, en février 1944, sont créés, donc, dans cette dynamique du Conseil national de la résistance, les FFI, Forces françaises de l'intérieur, qui vont unifier donc les formations militaires des différents mouvements de résistance et centraliser, on pourrait dire, mettre en intelligence les différents moyens militaires, les différents moyens en armes, sous la direction du général Koenig. Alors une évolution qui n'est pas simple. Pendant l'année 1943, des dissensions entre les différents mouvements. Certains remettent en doute comment dire, la figure du général de Gaulle parce que les Alliés ne la reconnaissent pas formellement. On sait que les Alliés vont choisir le général Giraud, qui entre en conflit avec le général de Gaulle, même si au final tous les deux vont arriver à former côte à côte le fameux CFLN, le Conseil français de libération nationale, mais à terme, de Gaulle va supplanter Giraud, car il sera justement soutenu par cette résistance intérieure qui est vraiment son ferment, en quelque sorte, et Giraud sera écarté en novembre 1943. Et c'est à ce moment-là qu'est créée donc, une assemblée consultative, notamment formée de résistants, et en printemps 1944, le pouvoir de la résistance peut remplacer le pouvoir de Vichy. Et ça, c'est un élément très important, c'est que ce qui est né de manière embryonnaire, de manière constellée, dans ce cadre-là, va devenir en 1944 une force politique qui est la seule qui apparaisse comme étant de nature à pouvoir remplacer le gouvernement de Vichy, et donc la seule alternative au rebond de la France lorsque l'Allemagne commence à se déliter et à perdre de son importance et de son influence et de sa puissance militaire et de sa force d'occupation. Effectivement,
En juin 1944, après ce printemps, le CFLN va prendre le nom de GPRF, tout simplement, un gouvernement provisoire de la République française, et des pouvoirs locaux sont mis en place pour remplacer progressivement les hommes de Vichy, qui petit à petit soit quittent le navire, soit s'échappent du côté de Sigmaringen, où le gouvernement de Vichy va survivre pendant quelques mois sous perfusion, sans grande influence. Donc il y a une sorte de fondu enchaîné qui se produit à ce moment-là. Et donc j'ai voulu vous montrer assez rapidement, parce que ce serait très complexe, il faudrait un cycle complet pour parler de tous ces mouvements, montrer comment est-ce que voilà, il y a ce mouvement d'unification qui se produit depuis le Conseil national de la résistance, mai 43, jusqu'à 44, été 44, où les choses vont basculer dans une force alternative de pouvoir. Voilà un élément important, c'est que voilà, on part de l'acte de résistance sommaire jusqu'à une proposition de pouvoir de gouvernement qui soit une alternative de rebond pour la France. Alors je voudrais conclure maintenant avec justement ce moment du 8 mai, cette libération, si on peut dire, de la France. Alors le 8 mai, c'est le point d'aboutissement. La libération de la France, elle intervient plus en avant, plus en amont, 1944, et donc il faudra encore plusieurs mois pour que le conflit arrive à son terme. Et même après l'armistice, on sait que le conflit continue à se dérouler ailleurs. On peut penser aux bombes de Nagasaki et d'Hiroshima en août 1944. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, le rôle de la libération de la France va jouer un point de bascule important, puisque Américains et Anglais qui débarquent, on le sait, le 6 juin 1944, voilà une date importante qui, chaque année, retient l'attention des médias, puis le 15 août en Provence aussi, important pour notre région, ce débarquement en plusieurs étapes, donc d'abord en juin, puis en août, juin en Normandie et en août en Provence, amène des combats. Dans le cadre de ces combats, eh bien, le territoire est pratiquement totalement libéré en plusieurs mois, entre le mois de juin et le mois de novembre 1944. Cette libération, donc sous l'égide des Américains et des Britanniques, est une libération qui se fait aussi, ne l'oublions pas, grâce à la résistance intérieure, qui connaît les terroirs, qui connaît les territoires, et dont les effectifs sont importants et sont devenus plus importants, bien plus importants que lors des années précédentes. On a 500 000 FFI, donc Forces françaises de l'intérieur, qui sont recensés au moment du débarquement et qui sont une sorte d'appui logistique, on pourrait dire, et même militaire, aux Alliés qui débarquent sur les plages de Normandie ou du Var et de Provence. Et la résistance va donc apporter son écho, on pourrait dire, son contribution aux attentes des militaires britanniques et américains. Par exemple, eh bien, ils accompagnent la libération des villages, ils sabotent de manière décisive un certain nombre de sites parce qu'ils les connaissent, ils mènent des combats héroïques, par exemple le Vercors, qui fait partie de cette mythologie, on pourrait dire, et qui est bien réelle dans ce contexte-là. Donc voilà un élément important des forces françaises de l'intérieur. Et puis il y a aussi donc ce rôle politique qui est considérable. À côté de Gaulle et donc du gouvernement provisoire de la République française, reconnu en quelque sorte, même s'il y a des oppositions qui sont importantes, reconnu par qui? Reconnu par les Alliés, qui vont considérer que voilà, ce programme de gouvernement issu de la résistance est un programme viable, et donc des hommes désignés par la résistance vont remplacer, sans scrutin au départ, des maires, des préfets, du gouvernement de Vichy qui sont amenés à démissionner ou à quitter leur poste. Donc preuve d'une autorité de la résistance, et preuve d'une capacité à être reconnu à l'extérieur comme le pouvoir légitime. Je dis bien le pouvoir légitime. Euh, je répète, installé sans élection et pas contesté, ou très peu contesté par la population française qui y voit là une sorte de logique. Alors au total dans cette conclusion, c'est que au printemps 1945, lorsque le territoire, le 8 mai 45, donc lorsque le territoire français est complètement libéré et que l'armistice est signé, quel est le bilan? Le bilan, c'est que déjà les morts sont importants dans la résistance. Il y a eu plus de 10 000 victimes dans les FFI ou dans les FTP tués au combat. On a eu 25 000 fusillés, plus de 25 000 fusillés. On a eu plus de 80 000 déportés dans des camps, parmi lesquels plus de 27 000 ne reviendront pas, et ces déportations se font au titre de la répression d'opposants.
En plus de ça, on a eu 75 000 déportations de juifs, parmi lesquels seuls 2500 environ survivent. Donc vous voyez, c'est un bilan très lourd, hein, et la résistance a payé un lourd tribut à ce conflit, hein. Ça c'est une évidence et on ne fait que le répéter, mais en même temps, effectivement, la résistance a su taire ces différends, hein, en réalisant une large union qui n'était pas gagnée d'avance parmi les Français. On est parti d'agrégats et on est arrivé à une large union. N'a jamais cédé à la tentation de la guerre civile, malgré tout, et la résistance jouera effectivement un rôle de premier plan. Et c'est important, je pèse mes mots de le dire, dans le rétablissement de la République en France. Une République qui avait failli en juin 40, on n'en savait pas trop encore à l'époque ce que ça allait donner, mais très vite on s'est rendu compte que ce n'est plus la République, on ne sait pas ce que c'est le gouvernement de Vichy, effectivement, mais ce n'est surtout pas la République, et donc c'est la résistance qui va rétablir la République et relancer la vie politique française qui en avait bien besoin en 1945, effectivement. Alors, avec aussi des difficultés et quelques échecs, hein, oui, la tentative de créer un grand parti de la résistance va échouer en 1945, aussi bien du côté des communistes que du côté des gaullistes. Oui, les communistes vont dire le parti des fusillés, c'est vrai. De Gaulle va se considérer aussi comme le représentant de la résistance, et dans les deux cas, ce seront des morceaux qui ne vont pas s'accorder, même si le respect mutuel va se produire au fil du temps. Donc, on aurait pu effectivement axer la quatrième République sur l'héritage des actes de résistance et sur des figures de la résistance. Ce n'est pas tout à fait le cas, hein, même si dans ce qui se passe en 1945, beaucoup de choses sont issues de ce qu'on appelle effectivement le programme politique et social du Conseil national de la résistance. Par exemple, trois mesures parmi d'autres, hein, le droit de vote des femmes, 1945, les nationalisations économiques, hein, également, et la création de la sécurité sociale. Voilà trois éléments du programme du Conseil national de la résistance. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est effectivement que même s'il n'y a pas eu de parti de la résistance va beaucoup peser sur la vie politique française de la quatrième, mais aussi du début de la cinquième République, hein, se revendiquer de la résistance et surtout de la première résistance était quelque chose d'essentiel. Montrer au contraire qu'on était un résistant, enfin en tout cas être accusé d'être un résistant de la dernière heure pourrait être aussi dommageable. En tout cas, on va beaucoup se tourner dans la vie publique sur ce qu'ont fait les hommes politiques qui ont vécu la guerre dans les années suivantes, hein, et chacun sera amené à décliner un petit peu ses actes et ses menées pendant cette période-là. Le dernier mot, c'est de considérer effectivement, on a compris que c'est un choix, c'est une entrée, hein, le 8 mai 45, on aurait pu l'aborder de différentes manières. Mon choix a été d'évoquer justement ces mouvements de résistance parce que justement ils ont, me semble-t-il, euh, encore aujourd'hui un très fort impact, la preuve, hein, avec ce qui s'est passé le 8 mai, la mort de Cécile Rol-Tanguy par exemple, et que ça reste un moment extrêmement important de notre histoire, un moment très essentiel dans lequel on peut puiser, dans lequel on peut trouver des formes d'exemples, d'exemplarité, et sans doute cette histoire mérite toujours d'être rappelée. J'essaie de le faire cet après-midi de manière synthétique. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à apprendre sur ce sujet, totalement inépuisable, mais c'est en tout cas un moment intense de notre histoire que j'ai voulu faire ressurgir cet après-midi. Donc merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne sortie de confinement qui n'empêche en rien la possibilité de rester de temps en temps derrière les écrans encore pour suivre les conférences de Cannes Université, parce que ça va durer, je crois, encore un certain nombre de semaines avant qu'on puisse se retrouver dans une salle, hein, malheureusement, mais on ne perd pas espoir, on y arrivera. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci.